on est chez nous, on est en otage dans notre propre pays. Donc avant, on avait peur des loups-garous. Maintenant, je pense même les loups-garous, ils ont peur des bandits. À chaque fois que je fais un rêve, peu importe le rêve, je vois toujours que je suis dans un endroit en Haïti. Dans une maison ou bien sous les cocotiers, au bord de la plage, même si c'est un cauchemar. Même si parfois je fais des cauchemars par rapport à Haïti, mais je rêve souvent d'Haïti. Est-ce que ça t'arrive de pleurer quand tu penses à Haïti? Souvent. Là, ouais. Ça m'arrive souvent. De colère, de tristesse? De colère. Ça va faire 5 ans que je suis en dehors d'Haïti et ça me manque terriblement. Okay. Il n'y a pas que la nourriture, hein? C'est pas parce que je suis vicieuse. Non. Il n'y a pas que la nourriture. Ouais. Mais il y a tout en fait. Il y a tout. Il y a les odeurs, les sons. Je ne sais pas comment expliquer ça quand tu te réveilles, par exemple à la campagne, avec le chant d'un coq également. Ça me manque en fait. Même les moustiques me manquent aussi. Je ne sais pas. Comment vivent des Haïtiens qui ne sont plus en Haïti? Comment ils vivent leur Haïti? Comment aiment-ils leur Haïti? Cet Haïti qu'ils n'ont plus, les odeurs, les senteurs, les petites rues, la saleté, des rêves qu'on vit au pays, des rêves qu'on ne peut plus vivre au pays. Comment continue-t-on d'être haïtien quand on n'est plus en Haïti? Cette émission s'appelle « Loin des yeux, près du cœur ». Parce qu'on peut ne pas être tout près de quelqu'un, d'un endroit, d'un lieu, mais toujours l'aimer très 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 fort. Je pense que c'est le cas de chaque Haïtien qui vit à l'extérieur du pays. Moi, encore plus, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que chaque Haïtien a Haïti dans la peau. S'il y a quelqu'un qui ne l'a pas, il me le dira. Alors dans ce cadre-là, cette émission existe déjà en audio. Donc on peut écouter le premier numéro de Loin des yeux, près du cœur sur le site de haitiinter.com. Ce qui va se passer aujourd'hui, on va à la rencontre d'une peintre, d'une haïtienne. Elle peint aussi. Et puis elle va nous expliquer comment elle vit cet Haïti qu'elle n'a plus, quand elle l'a quitté, comment elle fait pour retrouver Haïti comme l'est. On est aujourd'hui à Stein, à quelques kilomètres de Paris, la ville de Stein dans le département de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, 93. Et donc, je suis arrivée ici où m'attend Vanessa dans son atelier pour qu'on discute ensemble. Bonjour Vanessa. Je te fais la bise. Ça va? Ça va et toi? Allez, bon, on est content de te voir. Hein? Moi également. Ah, on va C'est une causer, surprise, hein? Oh, bah, tu savais qu'on allait venir quand même. Allez, lâche-toi. Alors, t'es stressée? Ah, un peu, je pense. Un peu beaucoup. Pourquoi t'as peur de dire des bêtises? Peut-être. Quand je suis devant la caméra, donc je parle n'importe comment, je raconte n'importe quoi. Eh bien, quand on commence à raconter ce qui nous tient à cœur, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Bon, oui, ça c'est... Bon alors, Vanessa, on est là. C'est quel endroit ça? Parce que c'est là que tu nous as donné rendez-vous. Exactement. Pourquoi cet endroit? En fait, pour commencer, c'est un espace qui me rappelle un peu Haïti avec les tôles, la structure en fait, l'architecture. Et ensuite, là c'est mon atelier en fait, c'est mon petit havre de paix. Donc c'est là que je fais ma peinture, soit chez moi ou bien soit ici. Donc ça te donne l'impression d'être en Haïti quand tu es là? Exactement. Ok. Alors, il y a les tôles dont elle parle. Ouais. J'imagine quand il pleut. Alors, moi je ne sais pas comment tu as fait. Alors aujourd'hui on a de la chance, hein, il y a du soleil. Je vous dis, il a plus de 2 mois carrément en France. Et aujourd'hui que j'ai rendez-vous avec Vanessa, il fait un petit peu de soleil. Bon, il y a du vent. Alors, j'ai fait arrêter la pluie en fait. Ah, t'as fait arrêter la pluie? Parce qu'il fallait qu'on filme ici. Alors, il y a les tôles. Donc, quand on dort et qu'on a le bruit de la pluie sur les tôles, ça nous endort, ça berce. Hein? Et t'aimes ça, toi? Ah oui, j'adore ça et ça me rappelle Haïti. Ça me rappelle beaucoup Haïti. Avant de commencer à dormir, peut-être un petit mango? Désolée. Bonjour. Eh bien oui, il y a des gens qui passent, mais non, on est sur les lieux. Alors du coup, on voit qu'il y a sur ces murs-là, en plus des tôles, on trouve du bleu, de l'orange, on trouve... Qu'est-ce que c'est que cette fresque sur ce mur? Est-ce que c'est ton œuvre, Vanessa? Ah oui, c'est mon œuvre, effectivement. Ça me rappelle un peu le Rara d'Haïti. Vous connaissez le Rara pendant la période de carême, après les carnavals.
on a toujours le rara chez nous, donc le fameux rara Léogane. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller danser, d'aller me déhancher dans un rara, mais ça me parle beaucoup en fait. Ça me parle beaucoup, c'est notre culture, même si ça vient un peu des Taïnos, mais quand on dit rara, on dit haïtien. Ouais. C'est ça. Bon, Vanessa, quand on est haïtienne et qu'on a envie d'aller danser rara, je sais pas, dans la Léogane, quelque part de ce genre, et qu'on ne peut pas y aller, qu'est-ce qui nous vient en tête en premier? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous traverse? De la tristesse? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je ne peux pas décrire exactement. C'est pas du chagrin, c'est pas de la tristesse. Je ne sais pas, en fait, c'est comme si c'est de l'impuissance. Je me sens impuissante parce que j'ai envie d'aller j'ai envie de goûter du rara, du vrai rara. Mais je peux pas en fait. Je peux pas, je me sens impuissante dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi de danser un rara? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça t'apporterait de pouvoir danser un rara? Bon, moi je peux parler pour le carnaval. OK. Donc, danser au carnaval, pour moi, c'est la plus belle chose qui peut exister. Même si on dit que c'est un peu dangereux, il y a des gens qui se tapent dessus, oui, c'est vrai. Mais quand on est au carnaval, quand on est au Champ de Mars, on oublie tout. On oublie tout, on oublie si on a faim, on oublie si on a soif. On est là pour se déhancher, c'est tout. Ça y est, t'as pas peur du risque, toi. Alors, cette fresque rappelle le rara et on va vous faire vivre toute la fresque tout à l'heure, chers amis. Et puis ici, sur cette porte, en 3 langues, En 4. Ah non, 4. Bienvenue, bienvenue. Aussi c'est créole, ça va déjà, bienvenue. Bienvenue, en fait. Comment on peut dire bienvenue en créole, c'est honneur, respect. Honneur, respect. Honneur, respect, voilà. Et c'est la seule chose. Mais comme ici on est en France, donc je voulais que ça soit compréhensible et lisible. Donc du coup, j'ai mis bienvenue. Ouais. Mais je sais que c'est pas du créole, en fait. Vanessa a commencé à nous expliquer son manque, comment elle le vit. Justement, c'est le thème de cette émission. C'est de parler d'Haïti, comment on vit Haïti, comment on revit Haïti quand on est loin d'Haïti. Donc déjà, elle a la possibilité, elle, de faire des fresques. Donc elle a fait cette fresque qui lui rappelle un moment important dans sa vie qui est le rara, donc l'après-carnaval, mais le carnaval aussi. Donc du coup, Vanessa, il n'y a pas que le rara qui doit lui manquer quand elle n'est pas en Haïti. En tout cas, je pense qu'il doit y avoir plein de choses qui manquent à quelqu'un, à un Haïtien surtout qui est Haïti. Donc, on va s'asseoir avec Vanessa. Elle va être dans son atelier. Elle peint, Vanessa, vous allez voir, elle fait plein de tableaux. Et donc, du coup, des tableaux qui sont pour elle significatifs, qu'elle ne peint pas comme ça, pas à la légère. Donc, pendant qu'elle va nous raconter sa vie, elle va nous dire, on va voir comment elle peint, on va voir ce qui va lui inspirer au moment où on va parler. Donc, du coup, on va rentrer dans l'atelier de Vanessa. Mais en même temps, vous pouvez voir, les amis, qu'il y a plein de pinceaux qui sont là. C'est sa table où elle fait ses mélanges. Oui. C'est là où tu fais tes mélanges. Ça, c'est pour l'extérieur. OK. Donc ça, c'est de la peinture pliolite. Donc j'utilise pour l'extérieur. La peinture que j'utilise pour le mur extérieur, je l'utilise pas pour les tableaux. Donc j'utilise de l'acrylique pour les tableaux et de la pliolite pour l'extérieur. OK. C'est plus facile à cause de la pluie. On y va. Alors, nous sommes dans l'antre, non pas du diable, mais de Vanessa, qui justement passe beaucoup de temps ici pour peindre ces tableaux qui lui viennent de ses rêves. Bon, avant tout, je range ce téléphone parce que j'en ai pas besoin. J'ai besoin de discuter avec Vanessa. C'était pour l'appeler tout à l'heure. Maintenant, on va vers sa dernière création. Elle va nous en parler. Il y a des femmes, des têtes de femmes. Je ne sais pas qui elles sont, elle va nous le dire. Et bien, sachez que on va découvrir ensemble la peinture, le travail de Vanessa, tout en allant vers les rêves de Vanessa, les manques de Vanessa, les manques, je ne dis pas les manques personnels, hein, Haïti qui lui manque, comment elle revit tout ça. Allez Vanessa, je sais que je t'ai contrariée quand je suis arrivée parce que tu étais en plein truc et moi je t'ai stoppé net, tu t'es dit waouh, mon inspiration va partir là. Non. Alors, ça c'est ta dernière création. Là, on a plein de tableaux et il y a beaucoup de femmes dans tes tableaux. Ah oui. Et des fois, il y a des hommes, on ne sait pas trop si c'est des hommes, si c'est des femmes. Il y a des androgynes aussi. Okay. Tu vas nous expliquer pourquoi c'est un peu comme ça, mais c'est
pas trop uniquement sur ta peinture, mais c'est surtout ta peinture, Vanessa. Je vois beaucoup de femmes, je vois cette dernière création. Quel lien avec Haïti? Quel lien elle a exactement avec Haïti? Est-ce que toute ta peinture, c'est Haïti? Comment ça se passe pour toi? Je ne peux pas dire que toute ma peinture, c'est Haïti. En fait, je peins à l'inspiration, à l'imagination. Et parfois aussi, quand je vois quelque chose en rêve, j'essaie de le mettre sur un canevas. Ça me fait plaisir de voir le résultat. Certaines fois, je ne suis pas satisfaite. Mais voilà, j'essaie de mon mieux, en fait, de mettre en lumière Haïti dans mes tableaux. Et je sais aussi que les femmes ont joué un rôle crucial dans le développement d'Haïti, dans la guerre de l'indépendance également. Et étant donné que je suis une femme, une féministe aussi, donc je préfère mettre en lumière les femmes. Donc comme la plupart d'entre nous n'ont pas eu la chance d'exprimer leur, d'exprimer leur art, comme les hommes l'ont fait, comme De Vinci, comme les autres, donc parce qu'on était un peu récluses. Donc du coup, donc je préfère mettre en lumière les femmes. Voilà. Pour moi, la divinité, c'est une femme. Pour moi, Dieu, c'est une femme. C'est ça. Parce que je suis une femme, Dieu, c'est une femme. D'accord. Bon, alors Vanessa, on va lancer les hostilités. Parce que le but, c'est vraiment de parler de ton manque d'Haïti et de comment tu vis ce manque. Déjà, Vanessa, depuis quand es-tu en France? Je suis en France depuis en juillet 2019. J'ai quitté Haïti depuis, j'ai vu Haïti depuis juillet 2019. Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait? Juillet 2019, ça fait combien de temps là? Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. 5 ans d'absence pour toi. Est-ce que déjà tu as vécu un manque? Est-ce que tu sens cette absence, le fait d'avoir quitté Haïti? Dans quelles conditions déjà tu as quitté? Est-ce que tu vis ce manque? Ben, jusqu'à présent, en fait, au début, c'était pas grand-chose. Mais après 6 mois, c'était un peu compliqué, en fait. Les saveurs, les odeurs, la température aussi, la météo, c'était pas la même chose. Donc, du coup, Haïti me manquait. Et c'est la première fois que je passais exactement tout ce temps loin du pays. Ordinairement, je passe 5 mois à l'extérieur, mais pas tout ce temps. Et là, maintenant, ça fait déjà 5 ans, ça va faire 5 ans que je suis en dehors d'Haïti et ça me manque terriblement. Okay. Il n'y a pas que la nourriture, hein? C'est pas parce que je suis vicieuse. Il n'y a pas que la nourriture. Ouais. Mais il y a tout, en fait. Il y a tout. Il y a les odeurs, les sons. Je ne sais pas comment expliquer ça quand tu te réveilles, par exemple, à la campagne, avec le chant d'un coq également. Ça me manque, en fait. Même les moustiques me manquent aussi. Je ne sais pas. Il y en a pourtant ici. Donc, toi, tu vivais pas à Port-au-Prince? Si, je vivais à Port-au-Prince, à Pétionville. Notre résidence était à Mayotte. Ouais. Oui, donc je vivais à Port-au-Prince. Donc, je suis née à Port-au-Prince aussi. D'accord. Avant de continuer avec ce manque d'Haïti, mais est-ce que tu as pris toi-même la décision de quitter Haïti? Ou bien il y a des circonstances qui ont fait que tu as dû partir, tu t'es dit j'ai pas d'avenir ici, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes Haïti puisque il te manque tant. Alors on parlera pas tout de suite de est-ce que tu vas y retourner, ça c'est autre chose. Mais oui, qu'est-ce qui a fait que tu as dû finalement quitter Haïti? Avant de venir ici, pour commencer, je suis venue étudier ici. Je rédigeais des articles pour Haïti Tweets et j'ai eu un problème avec la disparition d'un photojournaliste, Vladimir Le Gagneur. Donc j'avais écrit un article, j'ai reçu des menaces et du coup j'avais eu un peu peur. Donc j'ai dû laisser ma fille aux États-Unis et comme je suis venue étudier ici, donc voilà, je suis restée. Donc c'était plus pratique et je pense que pour l'instant c'était la bonne décision vu que la conjoncture c'est un peu dégradé, c'est pas un peu dégradé, c'est totalement, c'est le chaos. Donc du coup je me suis dit même si Haïti me manque, oui Haïti me manque certes, mais c'était pour moi la bonne décision. Mais la bonne décision c'est pas parce que je suis mieux en France que dans mon pays, non. C'est parce que à cause de l'insécurité. Et du coup, je me suis dit, c'est mieux de rester ici en attendant de pouvoir retourner dans mon pays
de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, de pouvoir entreprendre comme je le faisais avant. Donc voilà. Et ça me manque la mer également, les langoustes grillées, l'ambi grillé. Donc, avoir par exemple, on avait une coutume d'aller à la plage tous les dimanches. Chaque dimanche matin, on allait à Cariès. On avait un ami qui avait une plage privée. On allait à Cariès. On passait toute la journée là-bas. Et du coup, il y avait des pêcheurs qui venaient nous vendre des fruits de mer et on ramenait notre boisson. Et c'était le meilleur dimanche. Donc, même après le tremblement de terre, je pense que c'est ce qu'on a eu comme thérapie, vu que tout ce qui s'est passé. Donc, voilà. On peut parler on va parler du tremblement de terre parce que tu étais en Haïti à ce moment-là. Ouais. Mais Vanessa, les langoustes, tu peux les retrouver ici? C'est pas la même chose. Ils n'ont pas le même goût? C'est pas le même goût. Même le lambi aussi. Non, même le lambi aussi, c'est pas le même goût. Ah bon, en même temps, ça se comprend. Ça vient de la mer direct. Le pêcheur, il l'amène. Le lambi que tu retrouves ici, il a le temps de passer dans tous les frigos. Exactement. Et les épices également, c'est pas les mêmes épices. Attends, moi, j'ai vu Guincive, là. Oui, mais Guincive, mais en fait, nos épices sont bio. Contrairement aux épices qui sont ici. Donc, épices la caille-nous bio, oranges sûrs, on n'a pas ça vraiment ici. Ah, j'ai trouvé l'autre jour, j'aurais dû en prendre pour toi. Oh ça s'appelle orange amère, on l'appelle orange amère ici. Ouais, donc nos citrons, par exemple, Chadec, je ne trouve pas ça ici. Alors, Chadec, oui, mais il y a un gros conseil aussi en Chine. Les pamplemousses que je vois non. Ça n'a pas le goût. Non, je veux même pas tenter. Bon, je suis désolée. Alors, je comprends. Et l'avocat, t'aimes l'avocat, toi? Ouais, oui, mais c'est pas la même chose. Mango francique. Bah, déjà, vous dites mango, tu parles déjà de mango francique. Mango francique, mango Jean-Baptiste, mango Madame Blanc, mango carotte, en fait, toutes les mangues. Ouais. Et les mangues, la nourriture, notre citron, un bon jus d'orange aussi. Ouais, c'est très bon. Et l'autre manger un poule pays. Seigneur. Ce qu'on appelle poulet fermier ici, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mangeons bon poule pays à Haïti. Oh mon Dieu. Oh là là. Voilà, vous jouez, désolé. On te sent saliver déjà. Bon, Vanessa, j'entends tout ça. Mais quand tu vis ce manque et que tu as tous ces produits malgré tout qui ressemblent un petit peu aux produits d'Haïti, et quand la musique te manque, et quand la mer te manque, et quand tu as tout ce manque, comment tu fais pour malgré tout en étant loin d'Haïti, pour être près quand même d'Haïti? Comment tu fais? Je comble ce manque, je comble ce manque à travers l'art, la musique et la peinture. La musique haïtienne que tu arrives quand même à écouter? La musique, en fait, les anciennes chansons, c'est pas les nouvelles chansons. Les anciennes chansons que j'écoute, certaines fois, quand je suis très nostalgique, j'écoute, je fais mon lot de Kim Passy, Original Rap Star. C'est quoi? Le master, tout ça. Allez, bon mon petit bail, parce que je sais, en fait, Vanessa, elle aime beaucoup chanter et elle a ce rire-là, un rire, voilà, éclatant. Moi, je ne sais pas si Vanessa sait être fâchée, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, le peu de temps que je l'ai croisée, c'est qu'elle a un rire éclatant. Donc, merci. Et la chanson, comment tu fais? Tu chantes quoi? Allez, vas-y. Surtout Kim Passy. Ouais, alors voilà, tu chantes quoi de Kim Passy? Avec la calette? Je chante tout. Même si je connais pas les paroles parce que les mecs, maman, moi, la game pour m'aller, qui va carnaval arriver. Kim Passy, je connais pas les paroles. Ils sont Mina Congo, imita Mina Congo. Et ça suffit pour te combler? Ben oui, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Mais ça me connecte un peu à mes racines. Ouais. Ça me connecte un peu à mon pays. Donc, Moi, je te comprends, tu sais, je te comprends beaucoup parce que moi, je sais que déjà, je peux dire que c'est comme un témoignage que je donne dans ton témoignage. La musique, en fait, ça a toujours été le lien. Et donc, je peux comprendre que tu me dises, bon, peut-être que... Ouais, King Passy aussi, hein, j'écoute King Passy aussi. Ouais, voilà, il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais Kim Passy, c'est ma génération. Et du coup, il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup moins d'expérience. J'écoute beaucoup moins d'expérience. Ram. J'écoute Koudjaï, donc plus souvent les béguins carnavalesques. Et ensuite, avant, j'écoute Papache, La Colle, Zin. Tout ça, donc tout ce que je peux écouter. J'arrive pas jusqu'à Jazz des jeunes, donc c'est pas ma génération, mais j'écoute un petit peu. Le Schleur un petit peu, Skacha un petit peu. Donc Tropicana, c'est
Bah, c'est le groupe de toutes les générations. Ouais. J'écoute Tropicana, Ouais. Septentrional. Ouais. Et voilà. De toute façon, alors c'est vrai que tu vas pas trouver King Passy, Masters, mais tu peux aller écouter quand même tous les autres sur Haïti Inter si tu veux, en téléchargeant l'application. Donc on revient, arrêtons la publicité là pour Haïti Inter. De toute façon, je suis obligée de faire. J'ai déjà l'application de toute façon. Ouais, de toute façon. Alors du coup, tu combles ce vide avec la musique et puis tu as dit aussi à travers la peinture. De toute façon, en arrivant, on t'a un peu stoppé sur ta peinture d'aujourd'hui. Donc, est-ce que ça devient pour toi un rêve que tu vis tous les jours? Chaque fois que tu te couches, tu vois Haïti. Chaque fois que tu te couches, tu rêves de quelque chose qui te reconnecte à Haïti et que cette chose-là, tu vas l'exprimer à travers la peinture. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ben, pas souvent. Le plus souvent, en fait, quand je ne rêve pas de la France souvent. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que je ne suis pas ancrée. Même s'il y a des gens qui me disent que c'est totalement le contraire parce que je suis bien ancrée, mais je sens que je ne suis pas ancrée. Mais la France, c'est difficile que je rêve de la France. Mais à chaque fois que je fais un rêve, peu importe le rêve, je vois toujours que je suis dans un endroit en Haïti. Dans une maison ou bien sous des cocotiers, au bord de la plage, même si c'est un cauchemar. Même si parfois je fais des cauchemars par rapport à Haïti, mais je rêve souvent d'Haïti. La France, c'est rare que je rêve de la France. Et parfois, quand je rêve de quelque chose et que j'ai envie de faire, en fait, mon cerveau me dit, va faire ça. Ce que tu as vu en rêve, là, va essayer de le faire. C'est un truc simple. C'est ce qui donne des fois tes tableaux? Oui, c'est ce qui donne des fois mes tableaux comme celui-là. Ça, c'est le premier tableau que j'avais rêvé. Donc, c'est ce tableau-là. Et c'était quoi le rêve pour faire un tableau avec des... Moi, je vois des dominos. Hein. Non, en fait, c'est un échiquier. En fait. Okay. Comme je jouais beaucoup aux échecs à cette époque, et du coup, je pensais que c'était par rapport à ça. Et quand je me suis remémorée un peu, j'avais vu le vévet de Ogou Badagry dedans. Je me suis dit, je vais essayer de faire le lien. Donc, comme Ogou Badagry représente des petits carrés, donc je l'ai implanté dans l'échiquier. Et voilà, donc il y a mon second tableau aussi, donc et ce quelqu'un qui l'a lu. En fait, ça, ce sont les pièces de l'échiquier, donc la tour, le fou, le roi, la reine et les pions, et il y a le chevalier aussi. Donc, comme Ogou est représenté le plus souvent sur un cheval, donc Ogou c'est cheval bataille moins, donc je préfère le mettre en grand plan pour pouvoir valoriser Ogou en fait, au lieu de le mettre sur l'échiquier avec les autres pièces. Vanessa, est-ce que tu as quelque chose qui te retient en Haïti, qui fait que tu n'arrives pas, je ne te dis pas que tu devais pouvoir t'en détacher, hein, mais que tu n'arrives pas à vraiment te détacher de manque, amour, je ne sais pas comment dire tout ça. Est-ce qu'il est resté quelque chose en Haïti pour toi qui fait que tu as envie, qui t'appelle tout le temps? En fait, pour commencer, je pense que c'est parce que j'ai vécu toute ma vie en Haïti. J'ai jamais eu l'intention de m'installer autre part. J'ai jamais eu cette intention. À chaque fois que je voyageais, donc j'allais dans un autre pays, je faisais des rencontres, j'allais faire des formations aussi. Et après, c'était Haïti qui était dans ma tête parce que Haïti, c'est moi en fait. Je suis Haïti et Haïti, c'est moi. C'est dans ce sens-là. Et aussi, la nostalgie que j'ai également, je pense que c'est l'interdit. Parce que j'aime pas les interdits, j'aime pas les défis non plus. Le fait que je peux pas retourner dans mon pays comme bon me semble, ça me rend plus... en fait, ça me chagrine. C'est ça, ça me met en colère, comme tu l'avais dit au début. Ça me met en colère, je me sens impuissante, comme quoi c'est mon pays, je peux pas y aller quand je veux. Donc, c'est ça qui me dérange et tout ce qui se passe aussi. Donc, j'ai pas connu Haïti comme ça. Même si les gens en fait, mes aînés se plaignaient de ce qui se passait, mais j'ai connu Haïti, en fait. J'ai connu ma ville. Il y avait des éboueurs pour nettoyer les égouts. Il y avait les gens qui ramassaient les ordures, on les appelait chalands. Donc, du coup, il y avait tout ça. Il y avait les jeux de société le soir, même s'il y avait l'électricité. Donc, parce que les films également, on ne pouvait pas... En fait, les films, on annonçait un film à 19h, à 17h, mais à côté de ça, on avait d'autres activités. Il y avait les adultes comme les enfants.
on jouait ensemble. On jouait boule nando, songe, maman te dit, donc il y avait tout ça, il y avait les baptêmes de poupées également. Donc à chaque fois que tu reçois une nouvelle poupée, donc moi je peux appeler ça grand mounet pave New York. En fait, ils organisent une petite fête avec bonbons sirop, Care Rose, tout ça, cola. Donc pour moi c'était Haïti. En fait, il y avait de l'électricité, c'était propre, pas comme on l'espérait, mais c'était un pays où il faisait bon de vivre, en fait. On vivait bien. Je ne dis pas qu'on vivait dans la luxure, qu'on était aisé, mais on avait un pays quand même. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'on peut toujours aimer Haïti? Est-ce qu'on peut toujours, j'aurais dit la même phrase, est-ce qu'on peut toujours aimer Haïti quand aujourd'hui, en 2024, on voit le spectacle qu'on a? Est-ce qu'on l'aime encore toujours, cet Haïti? Si je dois détester, c'est pas mon pays que je dois détester. Je dois détester les gens qui ont mis mon pays dans cet état-là. Donc, les gens du gouvernement, les autres, je ne veux pas faire trop de politique parce que si je commence à parler, je vais trop parler. Je sais. Mais c'est mon pays, en fait, Haïti n'a rien fait. Haïti je pense que Haïti, comme on le dit en créole, Haïti a mauvais vente. Les enfants d'Haïti sont maudits. Alors, ils sont maudits ou bien Haïti a mauvais vente, comme tu dis, c'est quand on parle que du territoire. Mais un pays, c'est pas que le territoire. C'est nous tous. Ouais, donc, ouais. Exactement, c'est nous tous. Mais jusqu'à présent, je n'accepte pas, en fait, j'arrive pas à accepter le fait que Haïti Haïti est la cause, est responsable de ce qui lui arrive en ce moment. Haïti n'est pas responsable. Pour toi, tu crois qu'il y a une main cachée? Il y a toujours des mains cachées. Ouais. Les hommes ne sont les humains, en fait. Les humains ne sont pas... Les humains, en fait, je ne fais pas confiance aux humains. Même à moi, je ne fais pas confiance. Je suis désolée. Donc, du coup, c'est mon pays, je l'aime. Je l'aime comme il est. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne veux pas dire quelque chose qui doit offenser, en fait. Mais peu importe ce qui se passe, j'aime toujours Haïti. Même si j'ai entendu des gens qui ont dit je ne suis pas fière. Oui, il n'y a pas de fierté, effectivement, mais je suis haïtienne, je le resterai, je suis désolée. Je ne suis pas née dans un autre pays, je suis née en Haïti et même si je change de nationalité, maintenant je serai toujours haïtienne. Mais quand on dit qu'on n'est pas fier, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas l'enfant de ce pays. Peut-être qu'on n'aime pas ce qui se passe. Exactement, et qu'on l'exprime de cette façon. Et donc, oui, on peut dire que non, je ne suis pas fière d'être haïtien parce que ça arrive de cette façon-là dans mon pays. Donc, peut-être que si on se disait tous ça, moi je ne sais pas, je me dis, peut-être que si tous on se disait, je ne sais pas ce que tu en penses toi, qu'on n'est pas fier, peut-être que tous on se lèverait pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Je le pense, mais jusqu'à présent, je ne vois pas comment ça va changer. Non? Non, jusqu'à présent. Parce que je suis en train de me faire des films, même à la hollywoodienne. Hein. Je suis en train de me faire des films pour savoir comment ça se passe. Mais bien sûr, je me suis vue sur le terrain en train de combattre comme mes ancêtres, comme Marie-Jeanne Lamartinière. Donc, je me suis vue comme Salit Belair, même si je laisse ma vie. Mais s'il y a une possibilité pour que Haïti renaisse de ses cendres, si je dois me sacrifier, je vais le faire. Vanessa, avant de te sacrifier, tu es peintre. Tu es peintre. Et là, je ne parle pas de ce tableau qu'on a devant soi. Là, si tu devais prendre, je ne sais pas comment on dit, ton chevalet, tes trucs pour exprimer ce que tu ressens pour Haïti, ce qu'est Haïti aujourd'hui, ou ce que tu ressens actuellement. Là, comme ça, qu'est-ce que tu ferais? Vas-y, prends un coucher de soleil. Ce serait ça. Un coucher de soleil. Mais je refuse de peindre les horreurs qui se passent en Haïti. Ça me monte dans la tête certaines fois. De peindre une bataille. Je le vois. En fait, je me suis vue en train de le faire. Mais je refuse de le faire. Je préfère garder le bon souvenir parce que non seulement je ne peux pas aller dans mon pays comme je le veux, donc je préfère garder les bons souvenirs jusqu'à présent. Est-ce que ça t'arrive de pleurer quand tu penses à Haïti? Souvent. Là, ouais. Ça m'arrive souvent. De colère, de tristesse? De colère.
Dans ces moments-là, tu parles ou tu laisses juste couler tes larmes? J'utilise les réseaux sociaux parfois. Et comme j'utilise les réseaux sociaux parfois et j'essaie de faire des débats avec mes compatriotes, des gens qui peuvent comprendre ce que je dis, pas des fanatiques en fait. Et voilà, je me parle à moi-même aussi, j'écris également. J'écris parfois, donc ça m'arrive de pleurer de colère. Ça m'arrive parfois. Quand je vois qu'il y a quelqu'un, on a perdu. À chaque fois qu'on va sur les réseaux sociaux, repose en paix un tel, repose en paix une telle. Quand je vois des enfants qui se font massacrer, des jeunes femmes qui se font violer, des enfants du peuple, en fait, qui se font martyriser. Et moi, ça me fait de la peine. Il y a une colère en toi. En fait, je suis tellement en colère que j'ai envie... Non, je ne vais pas le dire. Je suis désolée. Je ne vais pas le dire. Le problème qui se pose, c'est que se battre, il faudrait qu'on soit tous... En fait, qu'on ait tous le même objectif. Se battre pour que Haïti change. Ce n'est pas se battre pour se remplir les poches. Parce que certaines fois, tu te bats. Tu as un bon fond, tu as un bon objectif. Mais il y a des gens à côté qui vont te trahir pour un morceau de pain. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment se battre, qu'on ne peut pas se livrer, qu'on ne peut pas sacrifier, qu'on ne peut pas se sacrifier comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas se sacrifier, mais... Moi, quand je t'ai demandé ça tout à l'heure par rapport au tableau, peut-être que je me projette, je pensais que tu allais me dire que non pas tu vas peindre un loi ou ceci, cela, et ça, tu m'as étonnée avec le coucher de soleil, c'est plus zen, c'est plus la paix. Moi, je pensais que tu allais me dire, je prends mon tableau et je fais un truc, et donc du coup, un truc qui ressemblerait, tu vois, je te dis, je suis en train de me projeter. Pas de souci, ça peut me donner une idée pour un tableau aussi. Qui ressemblerait au Capharnaüm que c'est, au cafouillage que c'est Haïti. Moi, je m'attendais vraiment à ça. Non, j'y arrive pas. Parce que malgré cette colère que tu as en toi, ce que tu renvoies, ce que tu veux pour Haïti, c'est parce que quand même, un coucher de soleil, c'est paisible, c'est paix, c'est... La sérénité, c'est ce qui manque aux Haïtiens. Ils ne sont pas en paix chez eux. On est chez nous, on est en otage dans notre propre pays, donc il nous faut la paix, la sécurité, la sérénité, c'est ça. Donc on sait qu'on peut rentrer à n'importe quelle heure. Avant, on avait peur des loups-garous. Maintenant, je pense même les loups-garous, ils ont peur des bandits. Sérieusement. Donc c'est ça. J'ai pas envie de dépeindre, j'ai pas envie de décrire sur mon œuvre Haïti Haïti en détresse. Je préfère garder les bons souvenirs que j'ai en tête, le Palais National, la cathédrale de Port-au-Prince, la citadelle La Ferrière, Neg-Mahon, tout ce que je peux décrire en fait à travers ma peinture. Je préfère projeter le positif d'Haïti, le côté positif, le côté éclairé, illuminé, pas le côté sombre. Ça reste... j'ai envie de dire une sorte d'idéal d'Haïti, ce côté positif, parce qu'en réalité, Vanessa, sans être dure, moi si je suis dure avec moi-même aussi. Quand on regarde ce qu'on regarde, ces côtés positifs-là, on a l'impression que n'existeront plus jamais. C'est ce que je me suis dit aussi, mais à travers mon art, je vais l'immortaliser. C'est ça. Parce que parfois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me fais des scénarios. Mais je ne vois pas Haïti changer, je ne vois pas Haïti que je connaissais avant. Peut-être qu'il y aura un autre Haïti. Peut-être que quand j'aurai la possibilité de retourner dans mon pays, je retrouverai un autre Haïti. Mais l'Haïti que je connaissais avant, ce ne sera plus jamais le même. Malgré tout, Vanessa, Haïti reste près de ton cœur. Non, je suis Haïti et Haïti c'est moi. Voilà. En 2010, tu étais en Haïti. Et beaucoup de familles ont été touchées par le tremblement de terre. On sait le nombre de personnes qui ont été portées disparues, le nombre de personnes mortes en Haïti. Et toi, Vanessa, tu as vécu le drame de la vie d'un enfant. Oui, est-ce que ce manque d'Haïti n'est pas aussi ce manque? Désolée. Comment dire?
Si tu veux pas répondre, tu me dis. Non, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est libérateur d'en parler. Je m'excuse. Hein. Ah non, mais t'as pas à t'excuser. On est Désolée, en fait. C'est libérateur d'en parler. Oui. Oui, je suis désolée. Tu peux continuer. Ah oui, mais non, mais moi, je voudrais que tu puisses en parler si tu veux, si tu peux. Ou sinon, tu me dis. Moi, je sais que moi, j'ai envie d'aller en Haïti. J'ai envie que ça change Haïti. Mais mon manque d'Haïti n'a pas la même force que ton manque d'Haïti parce que tu as perdu un être cher, l'être le plus cher pour tout être vivant sur terre, mais que tu ne sais toujours pas où se trouve cet être cher. Je parle de ta maman, Vanessa. Est-ce que ce n'est pas encore plus fort, plus dur de ce lien avec Haïti que moi personnellement qui n'aurais pas vécu un truc pareil? Est-ce que au fond de toi, des fois, tu te dis, c'est peut-être, si ma mère était là, peut-être que je serais plus libérée de vivre Haïti autrement, de vivre ce manque d'Haïti autrement. Je te laisse, si tu peux nous en parler, parle-nous-en. C'est comme tu veux. D'accord. Donc, dans un sens, oui. En fait, j'ai toujours espéré, pendant 10 ans, après le tremblement de terre, j'ai toujours espéré que ma mère revienne, qu'elle a eu qu'elle était amnésique, qu'elle a eu un choc, qu'elle était handicapée. Et donc, du coup, pour moi, ce serait mieux que je la voie personnellement, face à face, même si elle avait, peu importe comment elle était, donc ce serait mieux que je la voie. Donc, j'ai espéré pendant 10 ans. Et après 10 années, pendant que je suis ici, donc je venais d'arriver en 2020, juste avant le Covid, c'est là que j'ai pleuré pour ma mère. J'ai jamais pleuré. Parce que pour moi, dans ma tête, elle était toujours là, en fait, elle allait venir. Même si je savais au fond de moi qu'elle était morte. Je sais qu'elle est morte le jour même. Je l'ai senti au plus profond de mes entrailles. Mais pour moi, en fait, elle devrait être là. C'est la façon dont j'ai connu Haïti aussi. Donc, tu as touché un point qui est vraiment important. La façon aussi dont j'ai aimé Haïti, c'est un peu à travers ma mère. Donc, c'est elle qui m'a montré les valeurs haïtiennes. C'est elle qui m'a appris à aimer mon pays, qui m'a appris à m'aimer aussi. Et du coup, tout ce qu'elle a fait, elle n'aurait pas dû partir, disparaître comme ça. Je pense que si notre pays était structuré, ma mère aurait des funérailles décentes. Je pense qu'elle a été transportée ou enterrée avec les décombres, les gravats comme un chien. C'est ce que j'ai pu penser. Et du coup, pour moi, si Haïti peut changer, je pense que ce serait bien pour tout le monde. Ce serait bien pour... je ne sais pas comment le décrire, en fait. Je ne sais pas comment le décrire. Nos infrastructures sont très fragiles. Même après le tremblement de terre, les gens continuent à construire n'importe comment. Et du coup, c'est un peu à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de victimes. Plus de 300 000 personnes. Et les horreurs que j'ai vues dans ma vie ce jour-là, je ne suis pas prête à les oublier. Même si je fais semblant, même si je mets un bouclier, je mets un masque. Je fais semblant d'oublier, mais j'oublie rien du tout. Je me souviens minute par minute, seconde par seconde, tout ce qui est arrivé ce jour-là. J'ai rien oublié. T'étais où? J'étais chez une copine, en fait. Ce jour-là, je devais aller j'étais à l'Inagué. Je devais aller en cours, mais comme j'avais rendez-vous avec mon copain, donc j'ai séché les cours. J'ai pas été. Et du coup, il y avait mon petit frère qui était rentré. Donc, quand le bus l'a déposé, et du coup, il m'a dit qu'il a mal à la tête, qu'il ne se sent pas bien. Et je lui ai donné la moitié d'un Tylenol. Et j'ai pris l'autre morceau. Mais je ne me sentais pas bien aussi, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, comme il dormait avec ma mère, il n'avait pas sa propre chambre. Et du coup, il est venu, il m'embêtait, il voulait dormir avec moi. Je lui ai dit non, tu ne restes pas dans ma chambre, va dormir dans ta chambre. Il m'a dit non, maman n'est pas là, tout ça. Il est resté dans ma chambre. Et après, je me suis réveillée. Il y avait un bébé que je gardais le plus souvent. Et du coup, je ne sais pas comment et pourquoi la porte était restée ouverte. Je pense que c'est la dame qui travaillait chez nous qui a laissé la porte ouverte. Et du coup, le bébé, il est rentré.
et il a tiré la nappe qui était sur la table et toute la nourriture qui était sur la table est tombée. Donc les assiettes, le fracas des assiettes m'a réveillée. Et je l'ai prise et je l'ai débarbouillée, tout ça. Et après, j'ai été regarder un feuilleton. J'ai appelé mon copain. Il m'a dit, ouais, je vais arriver vers 18h, tout ça, je vais arriver tard. Je lui ai dit, bah, si ma mère rentre, tout ça, ce sera un peu compliqué. Et du coup, le petit, il a commencé à pleurer près de 2 minutes ou bien 1 minute avant. Il a commencé à pleurer pour rien. Il a commencé à pleurer, on regardait les feuilletons, il y avait la fille du jardinier et après il y avait Frijolito, je me rappelle bien. Donc il y avait la fille du jardinier qui était finie, on passait les pauses publicitaires, les pauses publicitaires. Et du coup, il y a Drew, il a commencé à pleurer, il pleure. Et du coup, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a, tout ça? J'essaie de voir s'il ne s'est pas piqué quand les assiettes se sont fracassées par terre, tout ça. J'essaie de le regarder et c'est là que j'ai senti la première secousse. Donc, c'était comme un bip. J'ai senti la première secousse et tout le monde s'est regardé. Mais c'est quoi ça? On était à l'étage. Et du coup, la terre a commencé à trembler. Pour moi, c'était la fin du monde. Parce que c'est la deuxième fois que je vis un tremblement de terre. Mais là, c'était violent. Pendant quelques secondes, donc, je ne sais pas... en fait, je suis une miraculée. Donc, du coup, on était à l'étage. J'ai pris l'enfant. Tout le monde me dit, reste là. Malheureusement, je suis sortie. Et les escaliers m'ont projeté là-haut. L'enfant, il est parti quelque part et moi, je suis tombée en bas. Donc, je suis tombée 2 étages plus bas. J'ai rien eu. J'ai rien eu. Et du coup, j'ai pris l'enfant et sa mère l'a prise aussi. En fait, c'était un peu compliqué. Et quand je suis retournée chez moi, j'ai pas vu ma maison. Ma maison avait disparu et il y avait un nuage de poussière, tout ça. Et du coup, j'ai appelé mon petit frère timidement, Richcard. Je l'ai appelé 2 fois, je ne l'ai pas entendu et j'ai commencé à pleurer. Je me suis enfuie. Et c'est quand je suis sortie dans la rue que j'ai vu des horreurs. Pas possible. Des gens qui étaient coincés entre 2 voitures, des tripes. Des personnes qui étaient sur des poteaux électriques grillés, tout noir. Et après, je me sentais perdue. Je me suis retournée. Il y avait une dame qui suffoquait par terre. Et elle faisait de l'asthme. J'ai essayé de lui faire du bouche à bouche. Et elle est morte pendant que j'ai essayé de la sauver. Et du coup, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quand je suis revenue devant chez moi, j'ai vu mon petit frère. Il m'attendait, il était en slip. Donc, toute la maison est tombée, mais il y avait un poteau qui est tombé sur un meuble. Et il était en dessous du poteau et toute la maison est tombée dessus. Il n'a rien eu. Donc, voilà. Et ce jour-là aussi, il y avait mon copain, son petit-neveu est mort. C'était le seul de la famille qui était mort aussi. Donc, il jouait dans la cour. Donc, la maison n'a rien eu, mais les murs les murs sont tombés sur lui. Et après, il y a eu un vieux aussi qui avait le bras complètement arraché. Pendant que je lui faisais une attelle, il est mort également. Et après, les horreurs que j'ai vécues, c'est le lendemain, quand j'ai essayé de chercher ma mère. Donc, le truc que j'ai fait, que je ne devais pas faire, je pense que c'est ça qui m'a traumatisée un peu. Donc, surtout, en fait, sur la route, il y avait beaucoup de gens sous les draps. Et moi, à chaque fois, je soulevais les draps pour voir si je ne voyais pas ma mère. Mais j'ai senti que ma mère a trépassé le même jour vers 23h50, quelque chose comme ça. Je l'ai senti dans mes entrailles. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a ça aussi qui me retient en Haïti. Donc, c'est que ma mère, elle mérite des funérailles décentes. Et du coup, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, puisque j'étais dans le déni, en fait. J'étais dans le déni. Je savais qu'elle avait disparu, je savais qu'elle était morte, mais j'étais toujours dans le déni. Loin des yeux, près du cœur. Vanessa? Ouais, c'est ça. Si tu pensais que si tu allais, qu'on pouvait faire des prélèvements et que tu pourrais retrouver les ossements de ta maman, tu pourrais lui donner des funérailles, tu aurais fait ça, cette démarche? Ah oui. Si. Même si ça allait prendre des années. Ça me pose pas de problème. Oui. Haïti, ça
Haïti. Ouais. Ma mère, elle était haïtienne de pur souche. Ma mère, elle aimait Haïti. Elle a combattu un peu le gouvernement. Là, je ne veux pas citer son nom pour ne pas faire de polémique. Mais ma mère, elle était une fervente partisane d'Haïti, en fait. Elle luttait pour le changement d'Haïti. Elle voulait du bien d'Haïti. Donc, je pense que cette force, en fait, ce patriotisme que j'ai, je le tiens de ma mère. Est-ce qu'elle te parle des fois? Pas souvent. Pas souvent? T'aimerais qu'elle te parle plus souvent? Oui, je le voudrais. Elle ne me parle pas souvent. Est-ce que tu la peins dans tes tableaux? Non, j'ai jamais eu le courage de le faire. J'ai essayé de faire un dessin une fois, mais j'ai même pas pu continuer. J'ai jamais eu le courage. Ok, Vanessa, on va peut-être faire comprendre à nos auditeurs que il y a plein de façons d'avoir Haïti près de son cœur. Dans le cas de Vanessa, c'est plus compliqué que cela, que simple fritaille, marinade. C'est plus compliqué que cela, que juste la mer, même si elle est belle. Et même si c'est vrai qu'il lui manque le soleil d'Haïti, mais peut-être que ce soleil d'Haïti, c'est ta maman qui s'appelait Marie-Olga. Marie-Olga. C'est peut-être Marie-Olga, le soleil qu'elle peint quand elle pense à Haïti. C'est ça? Je te prête des mots. Hein? En tout cas, Vanessa, on n'a pas parlé de tout. C'était ça, en fait. L'objectif, c'était de parler de toi en tant que personne qui est habitée par Haïti pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer avec nous. Et on va te voir, on va montrer tes tableaux, Vanessa, à nos internautes. J'ai une manie, hein, je dis toujours auditeur. C'est parce que j'ai travaillé à la radio, donc du coup, ça fait que tout le temps je dis auditeur, alors qu'on est passé loin de cette sorte d'auditeur. Donc on va montrer ton travail à nos internautes. Toi, tu as fait l'ENART? Non, ma mère ne voulait pas. Ça fait comment alors? Ouais, non, elle ne voulait pas. Et du coup, en fait, je me suis inscrite à l'ENART. Je me suis inscrite à... Oui, c'était à l'ENART, effectivement. Mais elle ne voulait pas, en fait. Au début, elle voulait que je sois avocate. Et du coup, donc, j'ai été admise aux facultés de droit de Gonaïves. J'ai jamais été. Quand elle l'a découvert, donc, elle m'a envoyé à l'INAGUE. Donc, j'ai été à l'INAGUE. J'ai commencé à étudier l'administration publique. Donc, j'ai dû arrêter après le tremblement de terre. Et après, j'ai été à Verona. Donc, c'était mon rêve d'aller à Verona aussi. Donc, comme je ne pouvais plus intégrer les NARTS à cause de ma situation, parce qu'il fallait que je travaille pour subvenir à mes besoins et aux besoins de mon petit frère. Tu peux dire pour nos internautes, ceux qui vont regarder ce qu'est Verona? Verona, en fait, c'est une école d'art en Haïti où on fait de la couture, maroquinerie, peinture, de la cuisine aussi. Donc, mais c'est pas trop réputé pour la cuisine, mais c'est juste ça. Et du coup, j'ai été à Verona. À cette époque, je travaillais à l'aéroport international de l'ouverture. Je travaillais pour Amerijet. Et j'allais à l'école le samedi et le vendredi. Et du coup, par faute de moyens, j'ai pas pu continuer. J'ai pas pu continuer parce que c'était hyper cher. Et comme je travaillais plus, donc du coup, c'est là que j'ai commencé à faire de la peinture sur tissu. Donc, j'arpentais les fêtes champêtres. Donc, je faisais de la peinture Haïti, Nègre-Marron, tout ce qui a trait avec Haïti. Je le mettais sur des t-shirts et j'allais les vendre dans les fêtes foraines, dans les fêtes champêtres, les fêtes champêtres, la Kaino. Et c'est là que j'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai laissé tomber la couture. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine. J'aime bien la couture aussi, donc j'aime bien coudre. Mais je préférais la peinture. Et après, mais comme je dessinais depuis avant aussi, donc, mais ma mère, c'était totalement interdit de la peinture. Parce que mon grand-père, il est peintre. Mon oncle qui est mon parrain, ils sont peintres. Les deux, ils sont un peu toc-toc. Donc, du coup, ma mère pense que, ouais, si on fait peindre, on va le déjouer. Voilà. Donc, elle ne voulait pas. Donc, après, je me suis un peu émancipée et c'est en 2020, pendant le confinement, que j'ai vraiment commencé à faire de la peinture. Donc, mon premier tableau, il n'est pas là, c'était un coucher de soleil. J'ai juste été sur YouTube. J'ai regardé le coucher de soleil et après, je l'ai reproduit. Après, je me suis dit, bon, ça va, je vais faire mes expériences par moi-même. Et mon premier tableau, en fait, après le coucher de soleil, mon premier tableau, c'était une femme enceinte sa tête représentait la lune qui portait la terre.
Et après, le même soir, j'ai rêvé de ce tableau-là. Et je l'ai reproduit. Et après, j'ai essayé de faire des vévés, mais mes vévés sont un peu mélangés, donc tout ça. Donc, j'ai essayé de faire Dantor, mélangé avec la partie du cœur. Et ensuite, le legba que j'ai essayé de mélanger un peu avec la mythologie égyptienne, même si ça se voit pas. Donc, il y a la quadang dedans. Et ensuite, j'ai réessayé de faire un Ogu Badagry. Mais la plupart de mes vévés sont mélangés comme ici, il y a Meta Agwe, donc il y a Yaya et Agwe. Donc, c'est deux divinités, une divinité taïnos et une divinité haïtienne. Donc, c'est Yaya et Agwe, donc j'appelle ce tableau Yaya Agwe. Et ici, c'est Ogu Ferra et Dantor. Elle, c'est Madame Dambala. Ça, je l'ai vu en rêve aussi. Donc, c'est Dambala. Et ensuite, voilà, c'est Legba, le fameux Legba. Et ensuite, je les ai en miniature aussi. Donc, là, j'ai Cousin, j'ai Legba, j'ai Ogu Ferraille, Ogu Badagry, j'ai Marinette Piéchèche, j'ai Dambala, j'ai Dantor, j'ai Atissou aussi. Et j'ai Freda, j'ai Mleglinso que j'ai un peu maquillé dans la scène en fait. C'est la scène du Christ, donc comme les Glinso représente le Christ représente les Glinso dans le panthéon du vaudou haïtien. Donc j'ai fait une scène en noir, Jésus avec des locks et Marie-Madeleine à côté. Pourquoi pas? Et cet éclairage que j'avais perdu. Alors, tu vas continuer à peindre ton tableau. Oui. Et moi, je vais en profiter pour dire merci à tous ceux qui vont suivre ce petit numéro qui s'appelle un tour avec Vanessa. Non, je ne vais pas l'appeler comme ça. Rencontre avec Vanessa. Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Je ne sais pas. Je vous laisse nous dire le nom de cet échange qu'on a eu avec Vanessa. Mais en tout cas, l'émission s'appelle Loin des yeux, très loin des yeux, puisqu'on n'est plus en Haïti, mais près du cœur, parce que Haïti reste dans le cœur de chaque Haïtien, peu importe ce qui se passe. Donc, on est Haïtien ou on ne l'est pas. Si on l'est, donc Haïti est dans notre cœur. Donc, c'est le premier numéro avec Vanessa. Il y en aura d'autres. On va à la rencontre de plein d'Haïtiens qui vivent en France pour qu'ils nous parlent de leur amour d'Haïti, de la façon dont ils vivent ce manque d'Haïti pendant que Vanessa, elle, est au travail. Moi, je vais continuer de regarder. Vous allez voir un petit peu comment elle fonctionne. Elle est gauchère, Vanessa. Moi, je la croyais droitière. Je pensais qu'elle allait commencer ici. Et je suis gauchère. Et je dis merci à mon équipe qui est toujours là pour me permettre de vous amener ce que je pense qui est très bon pour vous, c'est-à-dire une plongée dans notre Haïti, même éparpillée dans le monde. À bientôt.